C'est dans le village de Dieu-le-Fit, dans la Drôme, que vous êtes installé. Mathieu Yon, bonjour. Vous y êtes installé avec votre épouse et vos 2 enfants. Vous êtes maraîcher en bio et en circuit court, engagé également dans la Confédération paysanne pour agir et réfléchir sur l'avenir du monde agricole. Mais vous êtes également philosophe de formation, passant aisément de votre jardin de maraîcher à cette petite table qui est là, juste à côté de nous, où vous lisez les livres de la philosophe Simone Weil, que vous appréciez particulièrement, mais aussi la Bible ou des textes de maîtres spirituels hindous, comme Chandra Swami, que vous avez rencontré en Inde, car c'est une longue quête de la Drôme à l'Inde, de l'hindouisme au christianisme, une quête humaine et spirituelle qui vous a conduit à devenir paysan. Une vie que vous racontez dans votre livre « Notre lien quotidien » aux éditions Nouvelle Cité. Alors vous avez souhaité que l'on s'installe dans cette pièce très dépouillée, toute blanche. Nous sommes assis face à face en tailleur sur des coussins de méditation pour enregistrer cette émission. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette pièce et nous expliquer ce qu'elle représente pour vous ? Alors là, on est au rez-de-chaussée de notre maison de village qui donne sur la rue. Donc on peut entendre parfois une voiture qui passe ou des enfants. Et cette pièce, en fait, à la base, moi je suis maraîcher, on avait imaginé qu'elle pouvait servir à vendre mes légumes. Mais en fait, ce sera pas le cas. Parce que entre-temps, en fait, quand on a acheté cette maison il y a quelque temps, frère Antoine, donc un ami à moi, est venu passer sa fin de vie ici. Un ermite. Un ermite, voilà, un ermite. Dont nous aurons vraiment l'occasion de reparler, qui a été très important dans votre vie. Ouais, tout à fait. Il a fini ses jours ici. Voilà, dans cette pièce. Il a passé 1 an ici et il est mort ici. Et j'étais là avec lui quand il est parti. On va la décrire, elle est toute blanche, il y a une moquette blanche, il y a quelques safous de méditation, des coussins ronds, et puis il y a des photos, il y a une photo de... Voilà, il y a une photo de Gandhi et de frère Antoine, quand il était jeune, donc à l'époque où il avait encore un habit de moine. Voilà, une bougie, pas grand-chose. Très simple. Comme frère Antoine, pas grand-chose. Une petite table quand même ici, là à ma gauche, une chaise, c'est là que vous vous installez pour écrire, pour lire. Voilà, quand j'écris, notamment le livre que j'écris, voilà, c'est là que je m'installe. Et il y a quelques livres, une photo de Vinoba aussi, qui était un disciple de Gandhi, que frère Antoine a connu, qui est pas très connu en France, mais qui était vraiment quelqu'un qui compte beaucoup pour lui et pour moi aussi, je crois. Et qui a fait de grandes choses à la fois pour les paysans et pour les Indiens. Voilà, il a su relier une action spirituelle et une action, j'ai envie de dire, presque sociale, presque révolutionnaire en tout cas. Ce qui vous tient à cœur, est-ce que voilà. Vous avez envie de vivre quelque part ? Ce que j'essaye d'incarner en tout cas, pas parce que je trouve simplement que ce serait une bonne idée, mais parce que je trouve que c'est une nécessité de relier le corps et l'esprit, de relier le travail manuel et le travail intellectuel, la vie spirituelle et l'engagement social. Voilà, je pense que c'est ce qui m'attend et c'est ce qui nous attend. Tout se tient chez vous, parce qu'en vous lisant ce livre, Notre lien quotidien, je me suis dit, mais il y a une dimension d'un philosophe, puisque vous avez fait des études de philosophie, vous aimez la philosophie, la spiritualité tient une grande place, on va le voir, une spiritualité large, ouverte, aussi bien chrétienne que pétrie d'hindouisme, et puis le lien avec la terre, avec l'écologie, tout se tient dans votre vie ? Alors, c'est assez récent que les choses se tiennent. Vraiment, c'est assez récent, parce qu'en fait, pendant un moment, j'ai été traversé par beaucoup d'intuitions, mais qui n'avaient pas nécessairement ni en moi, ni de l'extérieur, la cohérence me sautait pas du tout aux yeux, en fait. Voire même, je trouvais que j'avais une vie un peu chaotique. Vous cherchiez. Ouais, je tenais pas en place, géographiquement parlant, d'abord quand j'étais seul, puis ensuite quand j'ai rencontré ma femme, puis avec mes enfants. Vraiment, on a déménagé un nombre assez incalculable de fois. À un moment donné, je me suis posé la question si j'allais vivre en Inde ou non, parce que je le dis peu dans le livre, mais en fait, de 20 à 30 ans, en fait, pendant 10 ans, chaque année, je suis allé en Inde. Plusieurs mois à chaque fois. Donc, j'étais pas vraiment implanté, enraciné en France, mais pas vraiment non plus en Inde. Et c'était à la fois fort, mais assez chaotique aussi pour moi. Vous utilisez le mot de chaotique plutôt que le mot de quête, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de la recherche, de la quête dans votre parcours. Oui, alors c'est vrai que là, c'est pas un mot que j'emploie particulièrement, mais
mais je sais pas, c'est le mot qui me vient là ce matin. Le chaos, c'est ça. Il y avait cette phrase de Nietzsche, là, ça me fait penser à ça. Il disait, il faut avoir du chaos en soi pour enfanter des étoiles. Voilà, donc c'est pas le chaos nécessairement qui cherche à détruire. C'est plus un joyeux désordre qui cherche pas nécessairement à fixer les éléments immédiatement, mais quelque part qui fait confiance peut-être à la gravité. Je sais pas, les choses vont se poser petit à petit. Mais quand ce sera le moment, quelque part, c'est pas quelque chose que je dois décréter, moi. Mais là, vous vous êtes posé visiblement à Dieulefit. Dans votre livre, vous dites, en arrivant à Dieulefit, nous voulions faire un pas de côté et nous éloigner de la frénésie du monde, sans pour autant nous couper des autres. Revenir ici à Dieulefit, et je dis bien revenir, parce que vous êtes originaire de la Drôme. Je suis de la Drôme, pas de Dieulefit même, mais je suis originaire de la Drôme. C'est un retour quelque part dans cet environnement drômois qui a façonné votre enfance ? Oui, c'est un département que j'aime beaucoup, qui est très divers, très varié, avec vraiment à la fois plein de gens qui cherchent du sens, des gens qui cherchent un nouveau rapport à la nature, mais aussi toute une histoire agricole, historique. Effectivement, j'ai grandi dans une ferme, mon copain d'enfance est céréalier sur 150 hectares, donc pas vraiment comme moi. Vos parents n'étaient pas agriculteurs? Non, pas du tout. Mes parents sont des 68 arts, c'est-à-dire quête spirituelle très forte. Ils ont été très proches, mon père notamment d'Arnaud Desjardins, qui a été un des premiers maîtres français, parmi d'autres, mais qui a beaucoup à rencontrer l'Orient quelque part et à faire venir la spiritualité orientale en France. C'était un cinéaste, il a fait des films qui passaient à la télévision et qui pour la première fois faisaient découvrir aussi bien le monde tibétain que le monde indien. Exactement, hindou. Ces documentaires restent pour moi des témoignages et des documents vraiment d'une grande qualité et vraiment Et vos parents précieux. étaient attirés par lui et par son enseignement? Mon père a été pendant très longtemps proche d'Arnaud. Et voilà, donc dans la famille, il y avait une présence d'une quête spirituelle, mais qui était assez ouverte, qui n'était pas particulièrement tournée vers le christianisme, parce que cette génération-là de 68 plutôt rejeté le était christianisme. plutôt un moment de rejet des traditions, et en l'occurrence la tradition présente en France c'était le christianisme. Si ça avait été dans un autre pays, j'imagine que ça aurait été avec la tradition en place de l'autre pays, mais en France c'est le christianisme, donc c'est cette tradition-là qu'ils ont rejetée. Et moi, à la fois pétri de cette spiritualité, du coup, où je suis allé en Inde, etc. Mais mon chemin, c'est essayer alors réconcilier, le mot est un peu excessif, mais en tout cas de composer avec tout ça. Et vous vous êtes rapproché du christianisme, on va en parler. Mais ce qui est intéressant dans votre histoire familiale, c'est que si on remonte d'une génération encore, vos grands-parents, que vous aimiez beaucoup, notamment vos grands-parents maternels, eux étaient c'était des athées, donc faut imaginer, je sais pas si ils sont vieux maintenant, mais les instits laïcards d'après-guerre en fait, donc vraiment, je sais pas, anticlérical, absolument anticlérical. Ma grand-mère parlait souvent dans sa jeunesse, elle a beaucoup été dans les auberges de jeunesse, et à l'époque les auberges de jeunesse étaient des lieux révolutionnaires en fait, on refaisait le monde, on chantait l'Internationale. Voilà, c'est ça l'ambiance de mes grands-parents, quoi. Et vous avez été bercé par ça aussi. Vous passiez beaucoup de temps chez vos grands-parents. C'était très très fort en fait, mes grands-parents, donc qui pour moi avaient une forme de spiritualité qui ne disait pas son nom, mais dans leur appartement, ils avaient peu de moyens matériels, ou quand ils en avaient un peu, ils le donnaient. Bon, franchement, ils avaient pas de leçons à recevoir, je trouve, en termes d'amour du prochain. D'amour du prochain, franchement, ils avaient pas de leçons à recevoir d'un quelconque religieux ou moine. Donc voilà, pour moi, ça reste un exemple. C'est intéressant, vous avez été héritier de tout ça. En même temps, donc ses grands-parents, plutôt sensibilité, on va dire communiste. Vos parents, quête spirituelle. 68 arts. 68 arts. Et vous aujourd'hui. Et voilà, et moi aujourd'hui. Donc il y a... avec une dimension un peu plus lointaine, mais qui a compté aussi dans mon histoire, en tout cas dans ma construction personnelle. Je sais pas exactement encore pourquoi, mais du coup plutôt aux côtés de mon père, ma grand-mère et surtout mon arrière-grand-père, qui du coup lui était juif, du coup ukrainien. Voilà, pas du tout pratiquant, mais voilà, qui était quand même juif ukrainien. Donc il y a encore une autre branche quelque part. Donc ça fait beaucoup de branches. Voilà, donc on est tous héritiers finalement
à la fois des membres de notre famille et de ceux qu'on rencontre. Exactement, et en tout cas entre ma grand-mère immigrée espagnole, plutôt communiste laïcarde, mes parents 68ards, et du côté de mon père plutôt juif ukrainien. Bon, à une époque où effectivement on parle un peu on se raccroche à des identités. Moi, je trouve ça important de se raccrocher à tout un tas de branches multiples et variées, et voilà, et on se perd pas là-dedans. En fait, c'est riche. Mathieu Yon, on le disait en commençant cette émission, on est là installé dans cette pièce qui est aujourd'hui votre lieu de prière, méditation, qui est toute simple, toute dépouillée. Et c'est là qu'est décédé, il y a peu de temps, Frère Antoine. Alors j'aimerais qu'on parle de cet homme, parce que vous dites que c'est l'une des rencontres les plus importantes de votre vie. On pourrait faire toute une émission consacrée à Frère Antoine, je pense que ça vaudrait vraiment la peine. Mais vous allez nous dire en quoi cet homme vous a vraiment marqué, transformé. Déjà, vous pouvez nous présenter ce Frère Antoine ? Donc Frère Antoine était d'une famille nombreuse mayonnaise, donc breton, donc très catholique. Et il a été, dès l'âge de 18 ans, moine dans un monastère. Moine cistercien, à 18 ans. Donc voilà, donc faut pas imaginer le moine cistercien là aussi très figé, parce qu'en fait il a été de monastère en monastère. C'était une sorte de plus un moine errant parfois qu'un moine très stable. Très stable, exactement. Donc pendant plusieurs années, il a été à Bellefontaine, au Port-Salut, enfin vraiment dans beaucoup de monastères. Il était sculpteur aussi, il a sculpté. Donc il arrivait à sculpter des deux mains parce qu'il était gaucher et droitier. Donc il disait que ça allait beaucoup plus vite pour sculpter que c'était. Et voilà, il a sculpté notamment la porte du chapitre de l'abbaye de Bellefontaine. Donc il y a Saint-Benoît et Saint-Antoine. Voilà, donc il a fait beaucoup de sculptures, ce qui lui permettait peut-être aussi une certaine liberté par rapport à l'institution. Voilà, il pouvait. Je crois que c'est le mot qui le caractérise le mieux. Cette liberté, liberté intérieure qu'il aura recherchée toute sa vie et qu'il aura développée toute sa vie. Moi, j'ai eu le privilège de le rencontrer aussi. Qu'il aura vécu. Donc, à un moment donné, il s'est posé dans la grotte de Roquebrune pendant 50 ans. Alors, avec des intercalés de voyages en Inde, parce qu'il a énormément été en Inde. Donc, il a été ermite à l'âge de 43 ans. Voilà. Et pendant 50 ans, il a vécu dans une grotte. C'est ça, la grotte, le rocher de Roquebrune. Donc à Roquebrune-sur-Argens, maintenant il fait un peu partie, en tout cas la grotte fait partie des meubles, elle est répertoriée dans les cartes, à l'office du tourisme, voilà, c'est une célébrité locale, en tout cas c'était une célébrité locale. Et voilà, donc cette grotte en fait, il est parti de cette grotte pour venir à Dieulfi. Donc c'est là moi où je l'ai rencontré, il est parti de cette grotte parce qu'il y avait trop de monde qui venait le voir. Donc il avait dû partir, il devenait un peu une phénomène de foire. Il est venu à Dieulfi, je l'ai rencontré à Dieulfi. Il avait 80 ans quand vous l'avez rencontré, vous en aviez 21. Qu'est-ce qui vous a attiré chez cet homme, tout de suite ? Alors, il y a forcément en tout cas, il y a un peu de magie là-dedans, parce qu'en fait, l'histoire a commencé quand j'avais 17 ans. On rentrait de voyage en Corse avec mes parents, et de l'autoroute, quand on vient de Nice, en fait, on voit le rocher de Roquebrune, de l'autoroute A8, je crois. Et je vois ce rocher, je le trouve très beau, ocre, comme ça, je dis waouh, quand même, il est impressionnant. Je le dis à mon père, je dis non, il est vachement beau ce rocher et tout. Et mon père me dit allez, on sort, on va se balader dans le rocher. Et mon père me dit il y a un ermite qui vit là, il s'appelle Frère Antoine, mais je sais pas, il vit dans le rocher quelque part, je sais pas où. Et l'histoire commence là. Donc on se balade dans ce rocher, on trouve pas l'ermite, on trouve pas Frère Antoine, et on n'aurait pas pu le trouver puisqu'en fait il était à Dieulfi au moment où on le cherchait dans le rocher. Mais moi, j'ai l'impression, le sentiment d'avoir rencontré Frère Antoine à ce moment-là. Je l'ai rencontré à ce moment-là. Voilà. Votre première rencontre, c'est avec Frère Antoine. Sans l'avoir vraiment sans l'avoir vu, sans savoir quel âge il a, ni à quoi il ressemble. Et donc, après, j'achète ses livres, je lis ses livres. Et il est présent, pour moi. Mais je l'ai pas rencontré. Vous le rencontrez à 21 ans, voilà. 5 ans plus tard. Il a 80 ans. Et vous allez partir en Inde avec lui. Tous les deux, vous allez partir. Voilà. Alors parfois, quand on a une rencontre comme ça, un peu invisible, ça se traduit pas forcément dans la réalité. Et là, il se trouve que le réel a dépassé la fiction quelque part, puisqu'en fait, on s'est très très bien entendu dès le départ. Il y a eu une rencontre, pour le coup réelle, qui lui aussi l'a surpris. Parce que Frère Antoine, pour ceux qui l'ont connu, se défendait pendant de nombreuses années d'avoir le moindre ou le quelconque disciple ou il ne cherchait pas ça. Alors surtout pas, il le cherchait pas, il le fuyait même. Et il y a une rencontre très très forte.
Et moi, je voulais arrêter mes études de philosophie, donc j'ai pas fini ma licence. Et du coup, à la rentrée en octobre, on est partis en Inde tous les deux. Mathieu Yon, cette expérience de l'Inde, vécue à la fois avec frère Antoine au début, puis après seul, qu'est-ce qu'elle vous a fait vivre d'essentiel? Qu'est-ce qu'elle a fait bouger vraiment chez le jeune étudiant en philosophie que vous étiez? Alors, déjà, j'ai pris une claque. Quand on va en Inde, un peu hors des circuits touristiques classiques et qu'on découvre l'Inde des rues, l'Inde des gares, l'Inde des villes et des campagnes, on prend une claque, parce que c'est un pays à la fois merveilleux et terrible. Voilà, les deux. Dur, très dur, mais merveilleux aussi. Donc vraiment les deux. Pour moi, c'est un peu le berceau d'une spiritualité. Vraiment, il y avait quelque chose pour moi d'une forme de terre promise spirituelle, que j'ai encore du mal à expliquer. Mais vraiment une sorte de ce que peut être une culture et un pays quand le sacré déborde de partout. Le sacré est omniprésent. Et omniprésent, dans la ça vie déborde de tous partout. les jours. Voilà, ça déborde de partout. Comme pouvait être peut-être autrefois, je sais pas, une forme de christianisme peut-être moyenâgeux, je sais pas, mais ou comme on peut trouver, j'ai un petit peu trouvé ça à petite échelle quand je suis parti il y a quelques années à Naples. Donc ville pauvre, populaire, où il y avait des petits hôtels, de la Vierge un peu partout, des bougies qui brûlaient dans les rues un peu partout comme ça. Quelque chose d'un christianisme très populaire. Il y avait un peu cette ambiance, je trouve. Donc ça m'a vraiment marqué. Cette religiosité omniprésente dans tous les moments de la vie en fait. Puis vous avez fait l'expérience du dépouillement, mais dans tous les sens du terme. Voilà, alors arrivé en Inde, pourtant frère Antoine expérimenté, donc on a été drogué dans un train indien avec un chai. Donc on a tout perdu, il y avait de l'argent en plus qu'on amenait pour l'ashram de Vinoba justement, pour les œuvres qu'il faisait là-bas, donc on a tout perdu. Vous arrivez et on vous dépouille. On vous dépouille, voilà. Donc au moins ça c'était... Mais frère Antoine et moi on l'a très bien pris. Et moi ça m'a pas du tout rebuté, donc j'ai continué mon voyage pendant 6 mois. Avec l'idée effectivement que pour ne rien avoir à voler, il faut ne rien avoir. Donc en fait, arrivé à l'ashram de Gandhi, on m'a donné les vêtements... le kadi, là, le vêtement blanc de Gandhi, traditionnel. Donc je suis resté 1 mois dans cet ashram de Vinoba et après je suis parti voyager, faire un peu le moine errant avec un baluchon, les vêtements blancs de Gandhi et puis basta. Et puis là, effectivement, j'ai plus eu de problème. Au contraire, on m'apportait à manger. Les contrôleurs de train en Inde me saluaient, me faisaient le pranam, me faisaient pas payer les billets de train. Voilà, ils me considéraient comme un moine errant. Ce qu'on appelle un sadhu. Voilà, ils me considéraient comme un moine errant. C'est ça. Donc là, l'Inde a montré un autre visage. Mathieu Yon, vous avez également, au cours de ces différents voyages, parce qu'on ne peut pas tout raconter, mais vous avez fait beaucoup de voyages en Inde, vous avez séjourné à l'ashram de Chandraswami, qui est un maître spirituel hindou, qui a beaucoup compté pour frère Antoine, mais aussi pour vous. Vous dites dans votre livre cette phrase, Chandraswami, qui ne parlait pas, mais enseignait par écrit, a dit « L'essentiel n'est pas l'expérience spirituelle, mais l'intégration de cette expérience dans sa vie quotidienne. » Ça, cette phrase, elle est très importante, j'ai l'impression, dans ce que vous vivez aujourd'hui. Mais j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Vous étiez tout jeune homme. Vous recevez cette phrase-là, l'essentiel n'est pas l'expérience spirituelle, mais l'intégration de cette expérience dans sa vie quotidienne. Beaucoup de gens partent en Inde et recherchent des expériences spirituelles, voire des pouvoirs. Et là, ce maître vous dit, c'est pas ça. Si tu pars sur cette voie, tu fais fausse route. Oui, Chandraswami est un vieil homme maintenant, il est toujours vivant, mais il est exemplaire, voilà. Ça fait partie des maîtres qui sont assez exemplaires, voilà. Donc lui, il est moine Udasin, donc c'est une tradition de moine hindou. Et effectivement, dans son ashram, et moi aussi, il y a une pratique de la méditation intense, donc 4 heures par jour. Donc c'est vrai que je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis ado, j'ai une facilité à méditer, à m'asseoir en méditation et à prier. C'est quelque chose qui, pour mon épouse, c'est assez difficile, assez laborieux. Moi, je sais pas pourquoi. C'est assez naturel, quelque chose comme le maraîchage aujourd'hui, mais assez spontané et naturel. La méditation et la prière, ça m'est assez naturel. Donc, ça m'a amené à vivre des expériences assez intenses. Et moi, j'ai pas tout de suite vu les travers, ou en tout cas les risques.
Mais lui, les a vus assez rapidement. Et je dirais que je commence à comprendre aujourd'hui ce qu'il m'a dit du coup il y a peut-être 15 ans ou 20 ans. Et ça, c'est assez fort. Je pense que c'est un peu à ça qu'on peut reconnaître peut-être un maître authentique, c'est que ces mots, ces paroles résonnent 20, 30 ans plus tard ou 2000 ans plus tard pour certains. Voilà, je pense que c'est à ça qu'on entend c'est important, ça. Un maître authentique. Ces paroles-là résonnent, c'est-à-dire qu'elles vous ont été données il y a 20 ans, maintenant plus de 20 ans, et c'est maintenant quelque part qu'elles se révèlent, qu'elles se dévoilent et qu'elles vous accompagnent. Oui. Et celle-ci, c'est une forme finalement d'incarnation. Enfin, moi, quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, mais c'est une phrase d'incarnation. Le spirituel, c'est pas quitter ce monde, c'est pas se désincarner, mais c'est au contraire l'incarner dans sa vie de tous les jours. Exactement. Et c'est ce que vous faites comme maraîcher aujourd'hui, père de famille. Mais ça n'a pas été très simple en fait, parce que pendant cette quête spirituelle, moi je me suis longtemps posé la question de devenir moine. Vous avez même essayé d'être ermite dans la grotte. Ça n'a pas duré, on peut le dire. Ça a duré 4 mois. J'avais 22 ans, j'étais pas prêt. Dans la grotte de Frère Antoine, voilà. Vous n'avez pas tenu longtemps. Non, j'étais pas prêt à 22 ans, vraiment j'étais pas prêt du tout. Mais effectivement, ça a été une tension pour moi entre une vie dans le monde, pour le dire classiquement, ou une vie hors du monde. Pendant longtemps, ça a été une tension, et Chandra Swami l'avait bien compris. Et là où les maîtres sont assez joueurs, que je raconte pas dans le bouquin, mais c'est qu'en fait, pendant 10 ans que j'y suis retourné, en fait, il n'a eu de cesse de venir me chercher sur ce thème-là. Mathieu Yon, on a beaucoup parlé de l'Inde et de l'influence de ce pays, et en même temps, vous avez fait le choix aussi de demander le baptême. Vous êtes devenu chrétien, vous avez eu l'occasion de nous le raconter sur RCF dans une émission témoin. J'aimerais qu'on en parle un instant. Comment vous, chercheur de sens, et notamment allant en Inde, retournant en Inde, restant auprès d'un swami hindou, mais ayant un ami ermite chrétien, comment s'est passée cette rencontre avec le Christ et ce désir de devenir chrétien ? Eh bien, c'est arrivé, ça m'est paru une évidence au moment de la rencontre de Frère Antoine, avec Frère Antoine à Dieulfi. C'est à ce moment-là que j'ai demandé le baptême. Je trouvais qu'il y avait trop de signes insolites et qui échappaient à ma volonté, où le Christ ou l'Évangile se mettait presque en travers de ma route, de mon chemin, alors que sans que je le demande particulièrement. Donc au début, ça m'a interpellé et j'ai fini par regarder ce que ça signifiait. Et pour moi, donc j'ai demandé le baptême, mais l'Inde, effectivement, il n'y avait pas de contradiction pour le coup entre l'Inde ou Jésus, parce que c'est l'Inde et ce maître hindou Chandra Swami qui m'ont aidé à approfondir la relation avec le Christ en fait. Voilà, donc pour moi il y avait aucune contradiction à cet endroit-là, quoi. Vous êtes revenu en France, vous êtes rentré dans une communauté, la communauté monastique de Jérusalem, pendant un certain temps. Là, vous avez approfondi votre foi chrétienne et en même temps, vous n'êtes pas devenu religieux ou moine dans cette communauté. Comment s'est fait, alors c'est tout un processus long sur plusieurs années, mais comment s'est fait cette prise de conscience finalement que votre choix, c'était pas d'être ermite. Je dis pas votre choix. Votre appel n'était pas d'être ermite ou d'être moine. Comment ça s'est fait ? Moi, je suis quelqu'un d'assez intuitif, assez empirique, c'est-à-dire que je me base sur l'expérience. Voilà, et j'ai pas beaucoup de théories finalement préétablies, mais j'expérimente. Donc, je sentais cet appel de vie érémitique que j'ai vécu pendant 4 mois. Et au bout de 4 mois, à l'âge de 22 ans, je me suis bien rendu compte qu'en fait, il y avait des limites. Notamment, une des limites, c'était quelque chose que je fuis toujours aujourd'hui d'ailleurs, et que Frère Antoine est un bon exemple là-dessus, qu'il a fui toute sa vie aussi, ce sont les projections. À l'âge de 22 ans, du coup, le fait qu'un jeune de 22 ans soit ermite, ça a généré des interrogations, mais aussi des projections comme ça. Donc les gens me voyaient plus que ce que j'étais, comme quelqu'un... un saint, je sais pas, mais ils imaginaient quelque chose de plus, d'au-delà de ce que j'étais. Quand vous dites projection, c'est ce que l'on peut susciter dans l'imaginaire des gens qui vous rencontrent. Voilà. Et moi, je me méfie énormément des projections, qu'elles soient négatives ou positives, où j'aime bien jouer avec. Mais ça peut être le cas encore aujourd'hui, Mathieu. Oui, mais c'est toujours le cas. Parce que vous êtes l'exemple du maraîcher bio, éco, qui vit sur son hectare de terre. On va en parler là dans un instant. Et vous êtes un peu le profil de ces jeunes qui ont fait un choix de pas de côté face à la société aujourd'hui. Oui, mais je prends le contre-pied tout le temps. C'est-à-dire,
Il y a ça, et en même temps, moi je milite à un syndicat qui s'appelle la Confédération Paysanne, et en fait, je vais rencontrer les autres syndicats, les céréaliers sur 200 hectares, parents bio, les éleveurs de porcs, les éleveurs à l'étang. Pas juste, peut-être il y a mon côté rebelle pour pas coller à une case, mais au-delà de ça, je cherche le commun. Et si le commun, c'est juste une petite secte de maraîchers bio bien pensants, c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Je trouve qu'on est à une époque où, en fait, il faut traverser, quoi. La PAC, c'est ça, il faut traverser, quoi. Et il faut traverser les classes sociales, il faut traverser les jugements, il faut traverser les projections, et pour le faire, il faut de la liberté. Et là, frère Antoine m'a beaucoup inspiré à cet endroit-là. Et donc, vous trouviez pas cette liberté, ni dans une vie d'ermite, ni dans une vie de communauté religieuse? Exactement. Moi, pour moi, c'était trop étroit. Trop étroit. Mais c'est pour moi, hein. C'était pas nécessairement un choix, c'était pas fait pour moi, en fait. Mathieu Yon, vous vous êtes cherché pendant des années, y compris professionnellement, parce que c'est bien de quitter un ermitage ou quitter une communauté religieuse. Il faut ensuite rentrer dans la vie, dans le monde, comme on dit. Vous êtes marié avec Julie, puis vous avez été éducateur spécialisé pendant un certain temps. Et puis ce désir d'un certain retour à la terre. Alors j'aimerais qu'on passe du temps maintenant sur ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire un maraîcher. Comment est né en vous ce désir de devenir paysan alors que personne dans votre famille n'était paysan, même si vous avez grandi dans la Drôme, comme on le disait tout à l'heure? On est 3 frères dans la famille, en tout cas, et il y en a 2 qui sont agriculteurs. Mon petit frère, il élève des moutons dans le Vercors. Donc c'est assez original pour une famille qui n'est pas issue du milieu agricole. On a grandi à la campagne, donc nos voisins étaient des paysans et des fils de paysans, nos amis d'enfance aussi. Je dis on avec mon frère, voilà, beaucoup. On a vu ces paysans partir à la retraite, on a vu ces paysans vendre leurs fermes, rachetés par des néo-ruraux, qui les transformaient en jolies bâtisses. Et donc on a vu quelque part ce monde se déliter. Et là, je me suis dit qu'il y avait un problème, parce que à travers eux, il y avait une mémoire qui était en train de disparaître aussi. Je suis pas spécialement un nostalgique. Du coup, j'ai eu envie aussi, quelque part, de participer à cette histoire et d'y rentrer. Mais Mathieu Yon, est-ce que c'est une nouvelle histoire ou est-ce que c'est une histoire qui se répète? Parce que vous me parliez de vos parents. Dans les années 60-70, il y a eu tout un mouvement de retour à la terre. Il y a eu tout un mouvement de ce qu'on appelait les hippies, ou ceux marqués par Lanza del Vasto, ou autres mouvements qui sont revenus à la terre. Peu sont restés. Est-ce que ce que vous vivez aujourd'hui, vous et d'autres personnes qui ont cette soif d'un retour à la terre, c'est la même chose ou c'est quelque chose de complètement différent? Alors c'est un débat intéressant. Je pense que c'est différent. En tout cas, mes parents, effectivement, le moment de retour à la terre qu'ils ont vécu n'a pas beaucoup duré. Il y a quand même des gens dans cette époque-là, peut-être José Bové par exemple, qui eux sont devenus paysans et sont restés paysans. Toute l'aventure du Larzac, voilà. Certains sont restés, mais pas beaucoup quand même. Il y en a qui sont restés, et aujourd'hui, voilà, je trouve ça intéressant, on parle de désertion, voilà, les jeunes sont les déserteurs. Donc c'est un petit peu différent. C'est-à-dire, attendez, ces jeunes d'AgroParisTech et autres, vous savez, on en a pas mal parlé, donc ces jeunes diplômés de grandes écoles notamment, qui désertent les grandes écoles pour ne plus travailler dans les entreprises qui détruisent le monde quelque part. Et donc c'est quelque part, le terme qu'on emploie pour parler de ce mouvement-là s'appelle les déserteurs. C'est-à-dire la désertion des grands groupes agro-industriels, des grands groupes pour retourner à la terre, pour pas devenir eux-mêmes pas nécessairement. paysans, Certains retournent à la terre, certains s'investissent dans des ZAD, certains s'investissent dans des luttes. C'est plus large que simplement un simple retour à la terre. Moi, c'est pas un retour, c'est revenir à la terre, parce qu'en fait, quelque part, j'ai grandi dedans. Donc c'est pas, je reviens pas à quelque chose qui m'est étranger. Je retrouve, c'est retrouver la terre plus qu'y retourner. Vous dites dans votre livre, si je suis devenu paysan, c'est sans doute par fidélité à mon enfance. Mais c'est une fidélité, je trouve, complètement différente de celle de vos amis paysans avec lesquels vous avez grandi. Alexandre, ouais. votre
copain d'enfance, vraiment, qui lui est issu du milieu paysan. Ouais. Lui, il est céréalier aujourd'hui. Ouais. Il est sur 250 hectares. Voilà, un peu moins, il m'a dit non, c'est pas 250, c'est 200. Mais ils sont plusieurs. Voilà, ils sont plusieurs, mais voilà, lui, c'est le profil d'agriculteur sur 200 hectares céréaliers. Vous êtes sur un hectare, tout seul, diversifié, pratiquement pas mécanisé, alors qu'Alexandre, lui, il est très mécanisé. Alors, voilà, votre copain d'enfance, agriculteur de naissance, voilà comment il vit. Vous, voilà comment vous vivez à côté. 2 modes de vie complètement différents. Oui, mais vous êtes toujours copains. Oui, mais on peut pas les opposer. Comment vous dialoguez ? Lui, par exemple, pendant longtemps, il s'est demandé s'il allait reprendre la ferme. Il était même pas très chaud pour quand il voyait la somme de travail que ça représentait. Sa grand-mère, que j'ai connue, Madeleine, lui disait non, reprends pas la ferme, c'est trop de travail, t'auras pas de vie. Donc finalement, après avoir voyagé, lui aussi, il est parti en Australie et autres, il a finalement repris la ferme familiale. Mais quelque part, lui, par fidélité aussi. Alors, pas à son enfance, peut-être pas, quoique, mais par fidélité à sa famille, en fait. À son histoire familiale. Avec tout le poids que ça peut représenter de reprendre cette histoire de plusieurs générations. C'est un devoir, quelque part ? Ouais, c'est un devoir, mais pour moi aussi, finalement, il y a pas qu'une partie de plaisir dans ce choix d'être paysan. Il y a une forme de devoir de faire vivre le monde paysan, de devoir de me battre pour les droits du monde paysan, le devoir de les faire exister dans la société civile, que les gens, les consommateurs, les gens qui habitent en ville puissent entendre les réalités du monde agricole. Donc il y a une forme de devoir. Et moi, je préfère poser la question, qu'est-ce qu'on a en commun avec mes autres paysans, plutôt que en quoi on n'est pas d'accord. Il y a suffisamment d'espaces syndicaux notamment où on définit nos différences, voire même nos désaccords, voire même nos conflits. Il ne faut pas oublier de poser la question aussi, tiens, qu'est-ce qu'on a en commun ? Mais Mathieu Yon, moi j'ai envie de comprendre quelque chose. Et je suis un citadin, j'aime et je respecte le monde agricole, mais je me rends compte qu'il y a 2 courants très opposés aujourd'hui dans le milieu agricole. Il y a ceux, qu'on va dire peut-être les paysans historiques, ceux qui sont nés dans une famille de paysans, d'agriculteurs, qui aujourd'hui essayent de survivre parce que les conditions sont dures, qui se sentent obligés de grossir, d'avoir de plus en plus de terres ou de plus en plus de bêtes pour pouvoir vivre. Et puis il y a tous les néo-ruraux, tous ceux qui sont, ceux que vous avez cités tout à l'heure, les déserteurs, souvent des citadins qui veulent venir vivre avec la terre, de la terre. Et on a l'impression que c'est 2 mondes, mais complètement opposés. Alors, il faut surtout pas les opposer. Vraiment, j'insiste là-dessus, parce que pour moi, c'est un piège politique. Vraiment politique. Et il faut le dire. Non pas qu'on serait pareil et qu'on aurait exactement les mêmes intentions ou les mêmes projets, mais il faut, pour moi, découpler. Il faut que le monde agricole se sépare des dirigeants politiques. Pendant trop longtemps, en fait, le monde agricole a été et est encore soumis aux dirigeants politiques. La FNSEA est cul et chemise avec les gouvernements successifs. La Confédération paysanne est plutôt dans l'alternative et plutôt plus proche d'autres mouvements plutôt de gauche. Et je pense que c'est une grave erreur. C'est une grave erreur parce qu'en fait, ça clive, ça sépare, voire même ça, quelque part, on place des marqueurs d'identité. Moi, je suis maraîcher bio, donc je suis du côté des écolos alternatifs de gauche. Mon collègue, il est en conventionnel céréalier, donc lui, il fait partie des identitaires conservateurs qui mettent des pesticides et qui détruisent le vivant. Soit on est dans la caricature. Par contre, derrière, qu'il n'y ait pas des gens qui aient des intérêts, ça c'est clair, mais ça, il faudrait rentrer dans les luttes syndicales et je pourrais vous expliquer effectivement comment, en fait, l'agro-industrie, etc., détruit le débat d'une réelle évolution du monde agricole. Mais il détruit le débat, mais il détruit aussi le monde paysan, quelque part. Aujourd'hui, vous l'écrivez dans votre livre, entre 1970 et 2020, le nombre de fermes a chuté de 75%, en passant de 1 600 000 fermes à 389 000 fermes aujourd'hui. C'est énorme. Et ça continue. C'est pas les néo-ruraux qui vont changer cela. Non.
même si vous le souhaitez de tout votre cœur. Voilà, non, c'est pas eux, hein. Et moi, je suis, entre guillemets, je milite en tout cas, pour une convergence des luttes du monde agricole. Un peu comme en 68, quelque part. Il y aurait pas eu, c'est pas simplement une révolution de la petite bourgeoisie estudiantine parisienne. Il y a eu aussi les ouvriers. Quelque part, c'est ça qui doit se jouer, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que le monde paysan et agricole prenne conscience qu'on est là tous en train de perdre. Qu'on soit petit maraîcher ou céréalier ou éleveur bovin, quelque part, là, tout le monde y perd. Tout le monde y perd. Et à ce moment-là, on pourra peut-être faire une réelle proposition sociale, une réelle lutte sociale, et à ce moment-là, on pourra défendre un commun qui serve tous les paysans. Mathieu Yon, on va pas faire un débat, c'est pas le sujet dans cette émission de faire tout un débat sur l'opposition entre la FNSEA ou votre syndicat, mais je voudrais plus comprendre ce que vous aimez dans votre vie de maraîcher. Vous avez fait ce choix, vous, il y a 7 ans, de devenir maraîcher bio, vivre sur 1 hectare. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce métier qui est le vôtre ? Alors déjà, effectivement, quand on parle d'1 hectare, ça semble étrange, mais déjà, je veux juste rappeler que c'est tout à fait possible en maraîchage diversifié de générer une économie qui permette de dégager un revenu. Vous arrivez à vivre avec 1 hectare. Alors, vous travaillez il y a des seul. Collègues, ils génèrent 20 tonnes de légumes, environ 60 000 euros de chiffre d'affaires sur 1 hectare en maraîchage diversifié. Moi, j'ai d'abord, mon vitesse de croisière, c'était à 45 000 euros de chiffre d'affaires, donc environ 10-12 tonnes. Rémunéré 1 500 euros par mois. Depuis qu'on est à Diolfi, j'ai réduit la production parce qu'on est en milieu rural. Je me sors quand même un petit SMIC. Et surtout, j'ai réduit la production aussi pour me dégager du temps. Du temps pour l'engagement syndical, du temps pour l'écriture. Voilà, mais sans perdre non plus l'objectif qui est de gagner ma vie avec. Donc vous arrivez à gagner un SMIC, parce qu'on dit que beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre avec 1 hectare. Vous arrivez à sortir un SMIC, c'est possible, à commercialiser vos légumes et avoir du temps. Il y a plusieurs. Alors voilà, c'est sûr que c'est pas reproductible à l'infini, c'est-à-dire que c'est en circuit court, donc moi je récupère 100% de la valeur. C'est-à-dire, vous vendez en circuit court, voilà, donc directement. Ce que je vends, je passe. Il n'y a pas d'intermédiaire qui prenne une grosse partie des revenus. Donc il y a des choses comme ça. J'ai peu d'investissement, donc j'ai pas d'emprunt. Donc voilà, donc en fait ce qui sort de terre et que je vends, en fait c'est ce que je gagne quelque part. J'ai pas d'emprunt à rembourser. Donc voilà, c'est tout. D'où l'avantage de ne pas être mécanisé. Voilà, c'est possible en maraîchage diversifié. Par contre, je me garderais bien de donner une leçon en céréales, notamment en grande culture, parce que j'ai bien conscience que quand on gère 150 hectares, on n'est pas pareil que quand on gère 1 hectare. Donc là, on est obligé de se mécaniser en céréales et en grande culture. Il n'y a pas le choix. Qu'est-ce que vous appelez, Mathieu Yon, la spiritualité du travail ? Parce que là, dans votre livre, Notre lien quotidien, il y a ce sous-titre, le besoin d'une spiritualité de la terre. Et quand on vous lit, vous parlez d'une spiritualité du travail. Qu'est-ce que c'est ? Alors, je pense que c'est, sans utiliser de trop grandes expressions, je pense que c'est un enjeu majeur aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, notre monde aujourd'hui a séparé ce qui s'appelle la division du travail, mais du coup, cette division envahit un peu tout. Il y aurait la spiritualité d'un côté et le travail qui rémunère la semaine. On ferait des retraites à tel endroit et qui n'aurait pas de rapport ou de cohérence avec ce qui nous fait vivre au quotidien. On partirait à l'autre bout du monde en cramant du kérosène, ce qui n'aurait pas de rapport avec éventuellement nos opinions écologistes qui nous diraient il faut être sobre. Donc tout ça, on a tous nos petits comportements mentaux qui a toujours existé, mais je pense que le système actuel accroît ces divisions, accroît ces séparations. Et donc, je considère qu'il est absolument urgent de rejoindre nos aspirations de sens et spirituel avec nos moyens de subsistance. Et nos moyens de subsistance très concrets, nos économies matérielles très concrètes. Et c'est en croisant ces deux choses-là que peut-être on arrivera à construire une société écologique, une société équitable, une société juste, et qui arrive à exister dans le temps en harmonie, ou en tout cas en paix avec l'environnement et avec le vivant, humain et non humain. Tant qu'on n'aura pas croisé ces deux choses-là, on pourra continuer à pomper du gasoil comme des fous, tout en prétendant aspirer à une vie beaucoup plus simple et beaucoup plus spirituelle.
tant qu'on n'aura pas croisé ces deux données-là, on tournera dans le vide quelque part. Et donc ça passe pour moi effectivement, en tout cas ce qui me concerne, par le travail manuel. Le métier de paysan était je trouve une manière très simple de croiser ces deux choses-là. Mais vous êtes un intellectuel. Pas vraiment. Vous auriez pu être philosophe, vous auriez pu être journaliste. Journaliste peut-être, c'est vous vrai. Écrivez, et en même temps, vous travaillez de vos mains. Et vous dites qu'il est important de réhabiliter le travail manuel. On l'a discrédité complètement ces dernières décennies, depuis depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est discrédité le travail manuel. Oui, je suis pas historien, mais je pense que c'est même antérieur. Quand on voit la manière dont étaient traités les paysans, les serfs, dont ils étaient inféodés à tout un tas de choses au Moyen-Âge et autres, c'est une vieille histoire en fait, cette histoire. Pourquoi c'est important les secondes pour vous cordées aujourd'hui, voilà, les aides-soignantes, les caristes, voilà, c'est tous ces gens-là aujourd'hui qui sont Mais délaissés. vous croyez qu'on peut réhabiliter le travail manuel aujourd'hui ? On est dans une société où l'effort physique est mis de côté. Dans le travail, dans la vie quotidienne, on ne veut plus d'effort physique. On veut faire de l'effort physique en allant courir des marathons, mais on ne veut pas d'effort physique dans le travail et dans les moindres choses de la vie quotidienne. On appuie sur des boutons pour se simplifier la vie. Vous, comme maraîcher, vous travaillez de votre corps avec vos mains. C'est fatigant, non, d'être maraîcher ? Oui, ça, je peux le dire. Il faut avoir le goût de l'effort physique pour faire ce métier-là. Si on n'a pas le goût de l'effort physique, c'est pas la peine. Alors, qu'est-ce que ça apporte, l'effort physique ? Mais parce qu'en fait, le goût de l'effort, par l'effort physique, on arrive dans le réel, en fait. Clairement, là, Simone Weil, la philosophe que j'aime beaucoup, elle parle de ça. C'est qu'en fait, dans le monde intellectuel, on peut se raconter beaucoup d'histoires, et je l'ai bien vu quand j'allais en Inde, dans les ashrams. Entre ce qu'on imaginait être et ce qu'on était réellement, il y avait parfois un abîme. Et ça, quelque part, une spiritualité complètement détachée du corps et d'une épreuve physique peut se raconter une histoire. Je veux dire, en fait, mon champ, je me lève le matin, je vais au champ, je peux pas me raconter d'histoire. Est-ce que la tomate, elle pousse ? Est-ce que la salade, elle va bien ? Je peux pas me raconter d'histoire. Je dois répondre à ce qui se passe. Donc c'est concret, c'est réel. Mais Mathieu Yon, est-ce que vous n'êtes pas un moine laïque ? Je pense à ça. Ora et labora. Oui, il y a ça. Prier et travailler chez les moines. Vous vivez quelque part comme un moine laïque ? En tout cas, vous pointez quelque chose d'important à mon avis, et effectivement, c'est que je pense que le moine et le travailleur, et peut-être même le guerrier, en tout cas le syndicaliste ou quelque chose de l'ordre de la lutte, ces trois personnages-là doivent essayer de se croiser et de se réconcilier. C'est ce que vous essayez de faire en tous les cas. Le guerrier, celui qui lutte pour des luttes syndicales, des luttes sociales. Qui vous a emmené en prison. Qui m'ont emmené en prison, en garde à vue. Vous avez été en garde à vue. Voilà, donc ça, j'ai pas peur d'y aller quand la cause est juste. Mais aussi la dimension spirituelle qui s'incarne dans le travail manuel, donc dans le corps, et effectivement, et qui permet d'en vivre en fait. Et c'est ça votre spiritualité aujourd'hui ? Ces trois dimensions. Oui. C'est la première fois que je le formule comme ça, mais oui, il y a de ça. Mais je trouve qu'elle était présente à sa manière chez Gandhi, chez Vinoba, dans tous ces mouvements-là, qui effectivement, c'était là en fait, c'était là cette idée-là, lutte sociale, spirituelle. Et ce modèle, Mathieu Yon, vous pensez que c'est quelque chose qui est reproductible et que quelque part notre société a besoin d'hommes, de femmes qui vont vivre ce que les moines ont vécu au XIIe siècle, dans ce grand rayonnement du monachisme du XIIe siècle. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle forme de vie monastique qui va être tout autre, hein. Ce ne sera pas forcément des moines au sens vivre seul, en communauté, séparés, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Mais est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une sorte d'élan monastique, entre guillemets, autre, qui peut-être réformer la société ? En tout cas, il se passe quelque chose dans ces jeunes donc, qui désertent, sans forcément de discours spirituel d'ailleurs, ni même religieux. Il y a quand même l'idée qu'on s'éloigne et qu'on se retire un peu du monde. Parce que ce monde capitaliste nous détruit et détruit les conditions de vie sur Terre, c'est très clair. Mais pour lutter, il faut s'éloigner, il faut se retirer. Frère Antoine, il disait personne ne rend plus service au monde que celui qui s'en retire. C'est paradoxal. Et ça, c'est une intuition des ascètes, des moines. Se retirer tout en étant dans le monde. Parce que vous êtes dans le monde. Oui.
Mais de toute façon, même ceux qui se retirent du monde, ils se rendent bien compte qu'en fait, on peut pas quitter le monde. Donc même le moine au fin fond du désert est dans le monde. Mais effectivement, je crois qu'il se joue quelque chose qui est dur à nommer, hein, parce que c'est en train de se faire. Donc c'est très dur à nommer, mais il est en train de se passer quelque chose, effectivement. Des oasis, quelque part. Alors, il y a eu les oasis, mais ça va plus loin que les oasis, parce que ça peut être, là, on est dans la pièce de Frère Antoine qui donne sur la rue. Bon, a priori, c'est pas une oasis, hein. C'est une maison dans le village. C'est une maison dans le village, exactement. Donc ça va se faire de manière plus secrète, plus discrète, moins visible quelque part. Mathieu Yon, il y a énormément de thèmes qu'on pourrait aborder. Malheureusement, on est à la fin de cet échange. Qu'est-ce qui vous donne le plus de joie aujourd'hui dans votre vie ? À un peu plus de 40 ans, marié, 2 enfants. C'est l'imprévisible. Voilà. L'imprévisible, c'est le sentiment très concret que rien n'est joué et que tout est possible. Dans votre vie ou en général, dans ma vie, dans la société, mais dans le monde en fait. Frère Antoine, jusqu'à la fin, il disait cette phrase qui est toute simple parce que c'était pas un grand théologien. Il y avait des gens qui venaient le voir. Oh, le monde va mal. Regardez le Covid. Vraiment, c'est catastrophique. On va à notre perte. Et Frère Antoine, avec cette phrase toute simple, il disait c'est pas fini. C'est pas fini. Alors lui, il allait mourir. Il savait pertinemment que pour lui, en tant qu'individu, c'était terminé. Mais il avait la foi profonde que c'était pas fini. Et contre tous ces un peu penseurs du malheur qui veulent nous dire c'est fini, c'est la fin du monde, voilà, nous avons tout détruit. Non, c'est pas fini. Et personne ne sait la suite. Personne. Et il a raison. Il vous a transmis ça. Ouais. C'est pas fini. Ça continue grâce à vous. Voilà. Il est mort ici. Là, il est mort ici. Dans cette pièce. Tout à fait. On a une pensée pour lui. Et bon, on le remercie. Ouais. Merci, frère Antoine. Et merci à vous, Mathieu Yon. Je renvoie à votre livre, Notre lien quotidien, le besoin d'une spiritualité de la terre, aux éditions Nouvelle Cité. J'étais ravi de vous rencontrer. Merci. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre différentes chansons et illustrations musicales. Dans l'ordre, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime, avec Louis, Mathieu, Joseph et Anna Chédid. Suivi par Bhupali, du grand flûtiste indien Hariprasad Chaurasia. Puis J'apprends, d'Yvan Marc, avec Amélie Les Crayons. Et J'en ai rêvé, également du chanteur Yvan Marc. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe Faure.